Salut mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Minder Cash Café du dimanche où nous allons parler de la macroéconomie, des événements les plus importants qui affectent nos investissements boursiers. Aujourd'hui, nous allons parler de mes nouvelles prévisions que je vais vous annoncer dans cette vidéo. Nous allons faire une analyse rétrospective par rapport à ce qui s'est passé lors du premier trimestre de l'année 2024, quelles ont été les réussites, quelles n'étaient pas. On va analyser où nous arrivons en termes des indices de point de vue technique à cette fin avril 2024. Et évidemment, nous allons essayer de se protéger dans l'avenir proche, parce qu'en ce moment, c'est très compliqué de se protéger à long terme. Et nous allons toucher un petit peu la géopolitique dans un contexte des taux. Je vous rappelle que je fais parfois les vidéos qui sont entièrement consacrées à la géopolitique, mais ça, c'est réservé à une rubrique à part, parce qu'il y a certaines personnes qui aiment, d'autres pas. Donc j'ai décidé de faire une catégorie un petit peu à part. Donc aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'économie, la bourse et l'impact évidemment de la géopolitique qui fait partie de l'équation sur les indices boursiers. Mes amis, avant de commencer de parler de tout ça, n'oubliez pas, je sais que c'est un petit peu embêtant que je vous demande à chaque fois, moi ça m'embête aussi, mais pour vous c'est rien, pour moi c'est une véritable aide, c'est comme ça que ça fonctionne les algorithmes YouTube, les vidéos de Café Dimanche sont gratuites. Si vous aimez Café Dimanche, cliquez s'il vous plaît la pouce bleue, la pouce rouge, avec un petit commentaire sur ce que vous aimez pas. J'enregistre cette vidéo ce le vendredi midi, je ne sais pas encore exactement comment la semaine va se terminer. Nous voyons que les indices ont chahuté le vendredi matin suite à la riposte de Israël sur l'Iran. Donc on va en parler un petit peu dans la deuxième partie de la vidéo. Mais ce que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est avant tout mes prévisions. Si vous suivez Mindercash depuis longtemps, vous savez que à peu près tous les trimestres, je fais des prévisions économiques. Et la dernière prévision que j'ai faite, c'était en décembre 2023 pour le début de l'année 2024, dans laquelle on est déjà pas mal avancé. Eh bien, pour 2 premiers mois de l'année, je m'attendais à une hausse des marchés. D'ailleurs, l'année s'est ouverte par une chute, mais après, la hausse a repris le devant. Et le mois de février était le mois de hausse largement. Dans mes anticipations au début de l'année 2024, je ne m'attendais pas à une baisse de taux immédiate, et la première baisse de taux à laquelle je m'attendais, c'était en mars 2024, où nous en sommes effectivement aujourd'hui. Eh bien, les 2 premiers mois, c'était les mois de hausse, même si l'année s'est ouverte par une hausse du risque, par une hausse de volatilité, mais après, les bulles ont gagné la bataille et on est reparti à la hausse comme à la fin de l'année 2023. Et à partir du mois de mars, je suis devenu contrariant. Je suis devenu en désaccord avec Monsieur Marché. Et le Monsieur Marché, à nouveau, m'a montré ma place. Donc cette vidéo sera assez éducative de point de vue psychologie d'investissement, psychologie boursière. Vous allez voir quelles erreurs on peut commettre et quels sont les paramètres à prendre en compte quand vous pensez que le marché va aller dans une telle ou telle direction. Il faut toujours avoir une porte de sortie en considérant que vous pouvez avoir tort. Et le marché a toujours raison. Ça, c'est le principe de base d'investissement en bourse. Eh bien, au mois de mars, je m'attendais qu'il y aura une correction. Il n'y aura pas eu une correction. Le mois de mars était aussi le mois très très haussier. Et cette correction, il a eu lieu quelques semaines après, donc à peu près 2 ou 3 semaines après, au mois d'avril. Donc c'est la correction dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui quand j'enregistre cette vidéo. On va voir les graphiques techniques, mais je pense que vous êtes tous au courant, vous avez tous vu cette correction. Encore une fois, je précise pour les personnes qui me reprochent parfois d'être trop bearish, c'est que je parle d'une correction. Je parle pas d'un crack boursier, je parle pas d'un effondrement de système, je parle tout simplement d'une correction saine des marchés qui ont atteint des niveaux que moi je trouve exorbitants. Voilà, donc ça, c'est mon point de vue, et n'est pas une attente d'un apocalypse mondial, économique, la fin du monde, la fin du capitalisme. On n'est pas là. Donc on est dans une correction normale qui est en train de se dérouler sur les marchés. On le voit beaucoup aux États-Unis. On voit que les GAFAM, ou les 7 magiques qui tiennent la côte américaine, comme toujours. D'ailleurs, ce sont des entreprises qui vont publier leurs résultats la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine va encore nous reconfirmer la tendance. Si au moins
une de ces entreprises de cette magique déçoit les marchés, on peut avoir une accélération de cette correction. Il y en aura plusieurs, mais évidemment, on aura encore plus. En revanche, les indices comme CAC 40 qui sont bourrés des actions value, et pas que, les valeurs qui sont décorrélées avec la tech américaine, notamment le luxe par exemple, et ils résistent quand même assez bien. On peut voir que le CAC 40 s'est corrigé, mais cette correction elle est un petit peu limitée, en tout cas pour le moment. Et pour cette raison, dans chaque cellule de prévision, je mets croissance, value ou bien sideways. Sideways, ça veut dire en gros que je ne sais pas. Value, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les valeurs value qui sont recherchées. Valeur value, c'est quoi? Les valeurs du pétrolière, de la construction, des valeurs qui payent des bons dividendes, etc., etc. Croissance, je pense que c'est assez évident, c'est principalement la tech, les valeurs qui affichent des taux de croissance de chiffre d'affaires très importants. En gros, quand le marché est bullish, c'est la croissance qu'on recherche, et quand le marché commence à se corriger, on aime bien les valeurs value. C'est quelque chose qu'on observe très souvent et qu'on appelle parfois la rotation. Je pense que cette rotation, elle a commencé assez tôt, cette fois. Elle a commencé justement au mois de mars quand j'ai anticipé d'avoir une correction, mais le marché ne m'a pas donné raison, tout simplement parce que les valeurs de croissance pèsent énormément sur les indices, et donc cette correction qui a eu lieu en mars sur des valeurs plus petites, on l'a tout simplement pas vue en regardant les indices boursiers. Donc la correction, elle a quand même commencé en mars, mais je ne peux pas m'attribuer officiellement que j'avais raison, parce que tout simplement, dans les faits, les indices n'ont pas baissé. Donc, voyez, donc soyons quand même transparents et soyons honnêtes dans les constats effectifs par rapport à nos prévisions. Vous voyez, je pense que la force de projet Minder Cash, c'est que je parle pas uniquement de mes succès, mais aussi de mes échecs. Quand j'ai raison, je dis que j'ai raison. Quand j'ai tort, je dis que j'ai tort. Par rapport à la correction au mois de mars, j'avais clairement tort. Et vous allez voir que ça m'a quand même coûté de l'argent, même si ça m'a coûté beaucoup moins que ça aurait pu. Mais ça sera quand même en cas d'école assez intéressant à surveiller, surtout dans un contexte des positions short. Je vais consacrer pas mal de temps dans cette vidéo dans les positions short et la stratégie short. Si vous envisagez de les implémenter, je vais vous donner quelques consignes à prendre en compte avant de se lancer. Peut-être la meilleure solution de ne pas le faire, vous allez voir pourquoi. Mes prévisions sur les taux, ils n'étaient pas corrects non plus par rapport à ce qui s'est passé réellement. Moi, comme vous le savez, j'étais très très sceptique, plus que sceptique même par rapport au projet de Jerome Powell de baisser les taux jusqu'à 5 ou 7 fois en 2024. Mais même moi, en étant en désaccord total avec Jerome Powell, je m'attendais quand même à une baisse symbolique des taux à partir du mois de mars, ou bien au mois d'avril. Ça n'a pas eu lieu. Vous voyez que l'inflation, elle est repartie tellement fort, les risques, notamment les risques géopolitiques, se sont accentués de manière tellement importante que même une petite hausse symbolique de la part de la Réserve fédérale n'a pas été possible jusqu'à aujourd'hui. Donc on a passé presque 4 mois en 2024 quand on en a promis des rêves, qu'on va aller des baisses des taux, l'argent facile, etc. C'était ça la posture de la Fed en décembre dernier. Si vous vous souvenez bien, je pense, il n'y a pas longtemps. Eh bien, aujourd'hui, dans les faits, en fin avril 2024, on n'a que dalle, on n'a rien du tout. Donc, on n'a aucune baisse des taux et il parle encore de les repousser. Donc, aujourd'hui, la question, ce n'est pas combien de baisses des taux on aura en 2024, mais surtout si on va avoir au moins une seule. Vous voyez donc comment le monde économique peut changer et surtout comment il faut faire attention au discours de la Fed. Après, ça dépend des personnes. Par exemple, si vous écoutez Christine Lagarde, il parle beaucoup plus à côté, il est beaucoup moins en direct, si vous voulez, dans ses discours, mais en tout cas, ses paroles, quand même, sont beaucoup plus fiables. Il a beaucoup plus tendance de respecter sa propre stratégie qu'il détermine, et si il est obligé d'abandonner sa stratégie, il le justifie de manière quand même beaucoup plus claire, sachant que Jerome Powell, je pense que c'est un phénomène de l'année politique, je n'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, je pense qu'il essaie d'arranger les démocrates pour que on puisse annoncer la victoire sur l'inflation. L'inflation, c'est un sujet électoral, pas uniquement en France, pas uniquement dans un pays où vous habitez, mais aux États-Unis également. L'inflation, elle était très importante les dernières années. À la fin du mandat présidentiel de Joe Biden, il est très important de montrer les résultats dans la guerre contre l'inflation. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est la seule unique raison pourquoi Jerome Powell parle toujours de la baisse des taux, parce que aucune raison économique ne
aujourd'hui ne présage pas des baisses des taux. Voilà mes amis. Maintenant je vais vous parler des positions short où je suis aujourd'hui. Donc au moment quand j'enregistre cette vidéo, encore une fois je vous rappelle, c'est que midi vendredi. Donc les marchés ne sont pas encore fermés. Ma position short sur le CAC 40 que j'ai ouvert via les options, donc je vous rappelle que Mind Your Cash, c'est pas uniquement la chaîne YouTube, mais c'est aussi Telegram, mais le club Option Invest, également le club patrimoine, où je présente mon portefeuille personnel. Eh bien, dans le club Option Invest, j'en ai parlé d'une position Bear Call Spread. Je ne vais pas rentrer en détail parce que je sais que tout le monde ne maîtrise pas l'option, donc si ça vous intéresse, rejoignez-moi. Eh bien, c'était une position globalement short, pas très agressive sur le CAC 40, dans la zone entre 7800 et 8000 points sur le CAC. Voilà. Aujourd'hui, nous arrivons dans cette zone, mais mon pari, il était que à l'expiration, donc aujourd'hui, quand j'enregistre cette vidéo le 19 avril 2024, on sera en dessous de 7800. Vous voyez, je me suis trompé. Pourquoi j'ai mis la date d'expiration de cette position en avril? Parce que c'est logique, si vous regardez mes prévisions qui étaient la correction au mois de mars, je me suis laissé un petit peu de temps, le temps que cette correction se matérialise. J'espérais qu'au mois d'avril, on va arriver largement en dessous d'un niveau de 7800, qui reste pour moi un niveau très important, un niveau de support très important. Et je pensais que je vais être tranquille biche aujourd'hui en voyant cette option vendue, option call qui était vendue sur l'indice CAC 40 se dévaloriser. Et je reste tranquille, j'encaisse la prime et en bas, l'argent gagné. J'en ai fait plusieurs allers-retours comme ça déjà dans le passé, mais cette fois, je crois que c'est la première fois qu'avec cette stratégie je perds de l'argent. Je pense, hors vraiment une surprise à la fin de la séance qu'on passe tout de suite sous la barre de 7800, je ne pense pas que je vais gagner de l'argent. Je vais être très proche de l'équilibre, sauf en rebond, encore une fois, des marchés à la fin de la séance. Mais en tout cas, c'est très nerveux. Ce vendredi, pour cette position, c'est très nerveux parce que ça bouge dans tous les sens. Quand l'option elle est proche à l'expiration, donc du coup, le moindre mouvement de marché, ça fait un énorme impact sur le PNL. Eh bien, aujourd'hui, je pense que je vais quand même perdre de l'argent, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que j'ai pris en short en se basant sur mes pronostics, ce qui est peut-être plutôt normal. Mais c'est quoi le piège de short? Et pourquoi je pense que avant de commencer à shorter les marchés, il faut réfléchir deux fois. En fait, ce sont des positions où vous pouvez effectivement avoir l'analyse qui est bonne. Je me permets quand même de me défendre un tout petit peu que mon analyse, elle était quand même bonne parce que je savais que la Fed a menti en décembre. Je savais que cet mensonge va être révélé quelque part autour du mois de mars. Et autour du mois de mars, le marché devrait pricer cette nouvelle actualité que les taux ne vont pas baisser tant que ça. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé, sauf que les marchés ont pris du temps à réagir, et maintenant ils réagissent non seulement sur cette actualité, mais également sur l'actualité géopolitique. Eh bien, c'est très difficile de timer quand même les marchés. Quand vous êtes dans une position longue, si par exemple vous faites que des stratégies longues, vous pouvez par exemple investir dans une action, je ne sais pas laquelle, LVMH par exemple, et si après les résultats il a déçu, vous avez une perte latente, mais vous pouvez garder cette valeur si vous pensez que cet actif est bon, qu'on peut passer, on va dire, une certaine période de difficulté, et il va par la suite repartir. Vous voyez, vous n'avez pas d'une échéance d'expiration devant vous. Parce que si vous tradez short, il y a toujours une échéance. Chaque position short, même si vous passez par le ETF et vous avez l'impression qu'il n'y a pas cette échéance, qu'il n'expire jamais, mais c'est faux. D'ailleurs, les ETF inversés, je ne les recommande surtout pas à cause justement de leur structure qui est très très complexe. Parce que derrière, il y a des produits dérivés qui sont utilisés dans ces fonds pour répliquer inversement les indices boursiers ou bien les actifs sur lesquels cet ETF a été émis. Bien, ils utilisent les produits très complexes qui, eux, ils ont des expirations. Donc du coup, si vous vous êtes trompé avec votre timing, quel que soit votre type d'investissement, ETF, options ou futures, vous allez perdre de l'argent. Sauf que dans les ETF, ça sera beaucoup moins transparent. Je préfère de travailler avec des instruments professionnels comme les options et les futures pour avoir justement la main sur les rollings, si vous voulez, de mes positions. Et l'ETF vous fait pour vous, en vous faisant payer justement pour cette gestion, qui reste quand même une gestion un petit peu technique et assez complexe pour ceux qui ne maîtrisent pas ces instruments. Moi, je préfère faire ça moi-même, au moins j'ai une transparence totale. Mais il ne faut pas, par contre, tomber dans un piège que si vous achetez un ETF, vous pouvez garder votre position short autant que vous voulez. Non, c'est pas du tout le cas. Vous allez voir que ces instruments perdent sur la longue durée toujours de l'argent, tout simplement. Voilà. Donc,
quand on fait du short, il y a toujours cette échéance qu'il faudra aussi deviner. Pourquoi je dis deviner? Parce que personne ne connaît l'avenir. Même si certains experts ou pseudo-experts, les youtubeurs prétendent de connaître l'avenir, ils mentent. Donc cela veut dire que quand vous faites une stratégie short, vous avez besoin d'avoir raison sur deux points. Sur votre stratégie en elle-même, mais aussi sur l'échéance, sur l'horizon de votre position. Donc, avoir raison sur les deux, c'est pas évident. Franchement, c'est pas du tout évident. Mais la bonne nouvelle, c'est que même avec les positions longues, vous pouvez faire des stratégies spéculatives si vous le souhaitez, et même si vous passez par des options, avec des positions short, vous pouvez avoir des stratégies long terme, notamment la stratégie que je mets en avance énormément dans mes formations Option Invest, c'est la stratégie de sell put quand vous voulez rentrer dans une position à long terme. Mais encore une fois, c'est un petit peu en dehors de périmètre de cette vidéo. Donc on peut faire des shorts, mais dans des cas très particuliers, très stratégiques, et principalement quand il s'agit des options. Voilà. Si vous voulez spéculer short, il faut que vous soyez conscient qu'il faut avoir raison et sur la tendance et sur le timing. Et ça, c'est la double peine, si vous me permettez. C'est difficile. C'est difficile déjà d'avoir raison sur la stratégie, parce qu'il faut comprendre les fondamentaux, il faut comprendre l'humeur du marché, mais après pour timer, c'est encore plus compliqué. Voilà, ça c'est vraiment le message que je voudrais vous passer, parce que mon cas avec le CAC 40, c'est un cas d'école. Si aujourd'hui le CAC il était à, je sais pas, à 9000, j'aurais dit juste j'ai tort, voilà, j'étais complètement à côté de la plaque. Mais vous voyez, ici j'avais presque raison sur ma stratégie, parce qu'effectivement les marchés se corrigent, les marchés étaient très hauts, les marchés se corrigent pour les raisons dont je pensais il allait se corriger, c'est les déceptions sur la politique monétaire de Jerome Powell, et pourtant, j'étais pas exact avec le timing. Et avec ça, en ayant une stratégie correcte, je perds quand même de l'argent. Je perds pas énormément, mais c'est quand même pas une victoire. Voyez, notez-le que si vous êtes débutant, ou pas forcément débutant, ou bien vous voulez changer une stratégie, et si vous envisagez de faire du short, il faut faire une double attention, et je pense que c'est plus une stratégie pour les gestionnaires actifs, quand vous pouvez vraiment suivre le marché au quotidien, pas forcément du day trading, mais être vraiment en analyse technique. Dans ce cas-là, vous pouvez peut-être construire un système qui va vous générer un bon profit factor sur un grand nombre de trades. Vous n'allez pas avoir raison sur un trade concret, sauf une chance. Mais vous pouvez avoir raison sur votre système du trading qui génère les probabilités qui sont en votre faveur. C'est comme ça, il faut le voir, surtout quand vous faites du short. Voilà, ça c'était un petit peu une parenthèse, mes amis. Maintenant, on va parler des sujets moins techniques, moins spéculatifs. Où est-ce que va, du coup, le marché? Où est-ce que va le CAC 40? Donc, vous voyez cette petite flèche que je dessinais il y a longtemps. Ok? Je l'ai dessinée exactement au moment où la ligne commence. Voilà, on était là. Et là, j'anticipais une baisse des marchés. Donc, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et je m'attendais qu'on va arriver dans cette zone de correction, la zone sur laquelle j'ai pris la position optionnelle. Et je pense toujours qu'on va y arriver. Oui, mes amis, je pense toujours qu'on va y arriver. Je vous rappelle évidemment qu'on a commencé la saison des trimestriels. Il y a déjà deux entreprises importantes qui ont publié, c'est LVMH et L'Oréal. L'Oréal, c'est une belle publication, j'ai rien à dire. Alors, en ce qui concerne LVMH, l'action elle a monté après la publication des résultats, malgré qu'il y a eu un ralentissement. Donc le ralentissement elle était moins pire que prévu, donc les investisseurs ont salué quand même cette publication qui n'était pas extraordinaire, qui était beaucoup moins extraordinaire que celle de janvier, dont j'ai profité largement avec mes stratégies spéculatives, notamment dans le club Option Invest. Cette fois, c'était pas pareil. Clairement, cette publication n'était pas aussi brillante que celle de janvier, mais le marché a quand même salué. N'oubliez pas que le marché, il a quand même toujours beaucoup de inertie haussière. Donc peut-être c'est aussi ce phénomène qui a joué un petit peu en faveur de LVMH, mais en tout cas, on voit qu'il y a un petit ralentissement. Les ventes au détail des pays émergents déçoivent nettement. Ça affecte bien évidemment le luxe. Évidemment, le luxe est sensible également à la géopolitique qui est en train de se détériorer de manière très importante. Voilà, c'est ce qui concerne LVMH. L'Oréal, il les monte ce vendredi après les publications trimestrielles, donc ça c'est une très belle valeur. Les deux font partie de ce que j'appelle la catégorie A, donc les valeurs avec des énormes avantages concurrentiels qui ont beaucoup de poids sur le CAC 40. Nous attendons également
Total Energy et Sanofi qui n'ont pas encore publié. Sanofi peut décevoir. Total Energy, je serais très étonné. Total Energy, c'est ma première position dans le portefeuille Minder Cash Patrimoine. Tous les détails sont à la description pour ceux qui veulent me rejoindre. Mais en tout cas, pour résumer, je pense que malheureusement, 100 mois après l'expiration de ma position short, on va quand même atteindre cette zone de correction que j'évoquais entre 7600 et 7800. Et je pense, mais je vous promets pas, on va encore en rediscuter, qu'à partir du niveau 7600, je vais probablement trader long le CAC 40. Et vous allez voir que ces stratégies, je vais encore revenir sur cette vidéo, sur les thèses que je vous ai avancées aujourd'hui, les stratégies longues sont moins risquées. Parce que là, sur le coup, vous pouvez trader les ETF sur le CAC 40, par exemple, ou bien même les futurs. Même si le futur, c'est plus compliqué parce que vous allez vous mettre vous-même cette notion d'échéance dont je viens de parler. Par contre, vous pouvez tout simplement acheter un ETF CAC 40 quand elle arrive sur un support, et si jamais vous vous trompez, si ça passe en dessous 7600, on retombe sur 7002, ça va faire une moins-value, mais je pense que vous ne croyez pas quand même que le CAC 40 va disparaître et l'économie française va être à plat. Je sais qu'il y en a certains qui pensent ainsi, mais je ne fais pas partie de ce groupe de personnes. Voilà, donc dans cette hypothèse, on va dire moins apocalyptique, c'est tout à fait normal de trader long à partir d'un support. Et si vous vous trompez, le coût d'erreur, pour vous, c'est juste psychologiquement, vous êtes dans le rouge pendant une certaine période, avec une forte espoir de se retrouver dans le vert en jour. Quand un jour c'est arrivé. Mais avec les positions short, vous n'allez pas avoir cet avantage. Voilà. Sur S&P 500, comme d'hab, mes amis, j'en sais rien. Tout dépendra des publications des GAFAM, des 7 magiques la semaine prochaine. Pas toutes les 7 qui publient. Ça sera Meta, et si je ne me trompe pas, Microsoft, quoique Apple aussi. Non, en tout cas, Apple, d'ailleurs, par contre, il faudra scruter de très proche parce que c'est un dossier fragile actuellement. On voit une correction sur S&P 500. Cette correction peut prendre de l'ampleur parce qu'on voit la hausse phénoménale des marchés. La baisse peut être aussi phénoménale. C'est la règle de l'analyse technique. On n'a aucune raison de monter en flèche comme ça. Pourquoi on a cette forme de graphique? C'est justement parce que le poids des valeurs exceptionnelles est trop important dans cet indice. On peut tout à fait retomber sur 4900 et ensuite même, pourquoi pas, même sur 4600. Certains ne vont pas y croire, mais je pense que c'est tout à fait probable, vu qu'il y a juste un poignet de valeurs qui détermine les niveaux de ces indices. Voilà, maintenant en ce qui concerne mes prévisions pour le futur, là on a parlé du passé, on a parlé de ce qui se passe actuellement, mais pour le futur, qu'est-ce que moi je pense maintenant? Donc du coup, tout ça, ça a été faux. Donc ce que je disais, c'est que les taux vont rester à ce niveau-là. Je ne pense pas non plus qu'ils vont être baissés en avril, parce qu'on est déjà à la fin d'avril. En mois de mai, bonne question. Franchement, je commence à ne plus avoir vraiment d'avis sur les taux, parce que la situation change tellement vite. Donc du coup, pour l'instant, je le mets à peu près au même niveau que actuellement. Je commence à douter qu'il y aura même une seule baisse des taux compte tenu de la géopolitique. Voilà, maintenant je vais toucher très rapidement les sujets autour d'Israël et l'Iran. Comme vous le savez, le dimanche dernier, c'était quand ma vidéo de café de dimanche était publiée, justement le même jour, il y a eu une attaque de l'Iran sur l'Israël qui était une riposte sur l'attaque de Israël sur l'ambassade de l'Iran en Syrie, ou au Liban, pardon. Eh bien, parce ils ont éliminé un des hauts dirigeants des gardiens de la révolution islamique. C'est un groupe armé élite iranien. Bon, tous ces enjeux politiques, je vais en parler en détail dans une vidéo à part. Mais la conclusion, c'est quoi? Nous vivons actuellement une explosion de risques géopolitiques. Il y a la Russie, l'Ukraine, il y a l'Israël contre l'Iran. Par contre, attention, il y a une actualité que moi je trouve presque positive. C'est très difficile aujourd'hui de parler du positif sur le plan géopolitique. C'est que dans la défense de l'Israël contre les attaques de l'Iran, pour la première fois, les riches pays arabes ont participé. Quand je parle des riches pays arabes, c'est l'Arabie Saoudite, c'est les Émirats Arabes Unis, je crois aussi, et c'est la Jordanie. Ils n'ont pas fait grand-chose, mais ils ont participé. De point de vue symbolique, c'est un revirement. Donc ça veut dire qu'on peut envisager une formation d'une coalition anti-iranienne pas pour défendre l'Israël, pour défendre le monde civilisé, si vous voulez. Donc après, je vais vous parler de tout cela dans une vidéo géopolitique complètement à part, parce que je sais qu'il y en a certains qui se plaignent quand je parle de la géopolitique.
Aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, non seulement avec l'inflation qui revient, ce retour de l'inflation va être encore plus alimenté par la hausse des prix du pétrole. Le pétrole, c'est le benchmark de toutes les commodities énergétiques. Donc cela veut dire que s'il y a des tensions au Moyen-Orient, le pétrole va monter, déjà de point de vue purement spéculatif et émotionnel, mais si jamais il y aura un vrai conflit avec des ripostes réguliers, ce qui est très fort probable, on va voir les prix du pétrole augmenter encore plus. Et l'Iran, il pratique, par le biais des Houssites, ou bien eux en direct, des captures des prises des bateaux qui traversent la mer Rouge pour rejoindre la Méditerranée. Cette voie qui est critique dans l'approvisionnement non seulement énergétique, mais des nombreux produits qui relient l'Asie et l'Europe, est menacée actuellement. Donc beaucoup de bateaux commerciaux doivent, et transporteurs par exemple de gaz naturel liquéfié ou bien du pétrole, doivent contourner l'Afrique maintenant pour arriver en Europe parce que ça devient trop risqué de naviguer dans cette zone des tensions. Dans ces circonstances, si on va commencer à baisser les taux, on va commencer à s'amuser à baisser les taux, on va stimuler encore l'inflation et ça peut créer un crack obligataire. Je pense que les dirigeants de la Réserve fédérale, de la Banque centrale européenne, sont plus intelligents que moi, j'espère en tout cas. Ils vont savoir ce qu'il faut faire. Voilà. Ils ne vont pas mettre en péril la stabilité économique, la stabilité fragile économique dans laquelle on est aujourd'hui, juste pour atteindre leurs objectifs de communication, presque, j'ai envie de dire. Pour moi, la baisse des taux n'est pas assurée en 2024. Peut-être il y en a une symbolique, mais je ne vois pas comment on peut la vendre au marché, comment on peut la présenter, sous quel prétexte. Eh bien, c'est très très incertain. Donc, cela veut dire que mes prévisions, pour l'instant, je ne fais aucune prévision de baisse des taux, jusqu'à allez, août, peut-être même après. Ensuite, je pense que ici j'avais tort, donc du coup je mets les valeurs de croissance à rechercher, et je mets le risk-off généralisé sur le mois de mai, dans lequel on va rentrer dans une semaine seulement, un peu plus. Sell Main Go Away, très fort probable que ce principe boursier va marcher cette année. Ça va coïncider avec le mois de mai quand beaucoup d'investisseurs aiment bien alléger leur portefeuille avant la période de vacances. Sauf que c'est toujours un peu naïf quand même de croire dans ce genre de choses. Mais on voit que certains phénomènes, notamment comme Christmas Rally, qui marche assez souvent, Sell the Main Go Away, ça marche beaucoup moins souvent que Christmas Rally, pour être honnête. Mais je pense que en 2024, il est fort probable que nous allons vivre justement cette période de turbulence, justement au mois de mai. Il y a un alignement de planètes. Il y a la géopolitique, l'inflation, les taux qui explosent, beaucoup de choses qui vont dans le sens que les marchés devraient se corriger pour arriver à des niveaux plus potables. Et dans mon club patrimoine, c'est à ce moment-là, je pense que le mois de mai, qu'on va faire le gros d'investissement, d'acheter les actions qui nous intéressent dans les différents secteurs, notamment le secteur semi-conducteur, dans lequel je n'ai pas assez investi au bon moment, malheureusement. Il faudra corriger cette erreur. Je pense que mois de mai va probablement nous offrir des opportunités. Donc, suivez Minder Cash, mettez un like et partagez cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la bourse et à la finance. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt. Bye bye.